Bonjour à tous et bienvenue sur Concrètement. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Car si vous avez écouté l'épisode de présentation du podcast, vous savez que si j'ai monté cette émission, c'est pour en savoir plus sur le vrai monde de l'entrepreneuriat. Oui, celui que j'appelle le vrai, c'est celui qui rassemble la majorité des créateurs. Celui qui sort des sentiers battus. Celui qui ne ressemble pas à la sainte trinité, école de commerce, réseau, levée de fonds les doigts dans le nez. Mais plutôt à un carré magique. Trouver sa voie, se planter, recommencer et peut-être réussir. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'après presque 6 ans dans un grand groupe où j'ai été passionnée par ma mission, où j'ai appris à manager, à développer un business de zéro et où chaque jour, j'ai pu raconter à mes fournisseurs l'incroyable histoire des fondateurs de mon entreprise, je me suis dit un matin, mais pourquoi pas moi ? Il a suffi de quelques matins difficiles à un moment où l'entreprise se restructurait pour que je me rende compte que la seule frontière entre mon poste et celui que je pouvais me créer était dans ma tête. Pleine d'idées, de motivation et d'espoir, j'ai décidé de me lancer. D'autant qu'à cette époque, qui remonte à 18 mois, je lisais chaque jour des témoignages à la pelle sur la création de nouveaux espaces de travail en coworking pour remettre en troupeau tous ceux qui voulaient trouver un peu d'indépendance, le développement vitesse grand V des incubateurs et autres extracteurs de jus de cerveau, des coachings gratuits en ligne avec plein de conseils qui n'engagent que ceux qui les donnent, et des actus en boucle sur les levées de fonds et autres financements participatifs de créateurs prêts à se diluer jusqu'à presque rien pour se financer. Avez-vous remarqué que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, jusqu'à ce que vous soyez assez prêt pour vous rendre compte qu'elle est artificielle ? Se lancer, ça n'est pas si simple. Et ça peut vite vous dégoûter de la création d'entreprise. Nous sommes donc en novembre 2017, je suis assise sur mon canapé, et aujourd'hui est le premier jour de ma vie où je ne dois pas aller travailler pour quelqu'un. Un vide abyssal semble s'ouvrir devant moi, mais pas de panique, je sors un papier, un crayon, dans l'intention d'inscrire tout ce que je dois faire pour me lancer, concrètement. Là vous êtes en train de vous dire, mais comment elle n'a pas avancé sur son projet quand elle était en poste ? Non, sincèrement non. Entre mon job de manager de 15 personnes, 3 catégories de produits, mère de 3 enfants, tous en âge d'avoir des devoirs, même avec l'aide précieuse de mon cher et tendre, n'ayant pas encore trouvé comment se passer de sommeil pour allonger mes journées, clairement, c'était pas possible. Bref, toujours sur mon canapé donc, et au bout de 15 minutes, j'ai écrit grand 1, acheter un PC portable, et dessous, une liste interminable qui commence par me renseigner sur. La chance que j'ai à ce moment-là, c'est que My Little Paris ouvre sous l'impulsion de Fanny Péchioda, sa créatrice, l'espace Mona à Paris pour 3 mois. 3 mois d'hébergement, de conférences, de groupes de travail sur comment monter sa boîte. Gratuit pour les femmes qui veulent entreprendre. J'y vais plusieurs fois par semaine, j'apprends, je digère, je fais le tri, je commence à y voir plus clair. Fanny et toute ton équipe, on ne se connaît pas, mais si tu m'écoutes, merci. J'ai gagné un temps immense grâce à Mona et surtout, j'ai avancé concrètement. Quand Mona a fermé, je me suis inscrite en coworking à Paris, chez Willa. L'espace le moins cher de Paris, priorisant les femmes, et surtout super bien situé en plein sentier. Pour une valdoisienne comme moi, c'était parfait pour rester dans l'énergie et avoir un objectif chaque matin. C'est à peu près à ce moment-là qu'il a fallu passer de la théorie à la pratique et prendre les premières décisions engageantes. Vous noterez qu'à ce stade, pratique rime avec économique, ou dépenser de l'argent sans en retirer rien du tout de palpable en termes de business. Je m'explique. Tout d'abord, vous allez créer votre entreprise, créer des statuts. Vous pouvez vous débrouiller seul sur Internet avec des templates gratuits ou très peu chers, ou passer par un avocat par exemple pour vous rédiger la paperasse, faire la parution au journal officiel et envoyer le tout au tribunal de commerce compétent. De mon côté, déjà complexé d'être seul, puisque globalement le premier retour que je reçois à cette époque c'est « Ah bon, t'as pas d'associé ? Ouh, ça va pas être simple pour la levée de fonds. Ou tu vas avoir du mal à tout gérer. Comment tu vas gérer ton stress ? Tu pourras le partager ? » Bref, des mots doux et encourageants. Donc, j'ai compris, il faut que je m'entoure de compétences, puisque manifestement être seul dans sa boîte est considéré comme une attitude au pire suicidaire, au mieux inconsciente. Bing, les premiers euros commencent donc à sortir de mon compte. Avocat, plus journal officiel, plus frais de greffe. En fait, ils sont pas un, ils sont 3. Il faut savoir qu'à cette époque, absolument persuadée que mon idée était révolutionnaire, j'avais décidé d'être à la hauteur de mes ambitions. Il fallait donc que je m'entoure de spécialistes. Conseil 18 mois plus tard, délègue sur Internet à un site qui fait toutes les démarches pour toi pour 500 €, et le jour où tu feras ton premier million,
Tu remettras tout ça d'équerre, hein. D'ici là, investis à ta taille. À cette période, je me suis aussi lancée dans un auto-brainstorming sur le nom de ma future super compagnie internationale. Il fallait donc que ça sonne anglais, que ce soit facilement mémorisable et que cela reflète mon concept. Ainsi est Mornay My Boost. Et oui, mon concept à l'époque est le suivant. Proposer une plateforme qui cumule au sein d'un e-commerce des produits de beauté et de bien-être dans un environnement de contenu court et pédagogique pour apprendre à prendre soin de soi. Du coup, myboost.com, le programme journalier qui vous permet de prendre soin de vous, ça colle, non ? Emballé par mon histoire, j'achète le nom de domaine sur OVH pour moins de 10 € et en plus le .com est dispo. Champagne. Mais prudence étant mère de sûreté, je décide aussi de déposer le nom sur le site de l'INPI afin de m'assurer que ma marque serait bien protégée et inutilisable par personne d'autre. Forte de ces excellents débuts, je pars en vacances. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver une très grosse enveloppe à mon retour, fruit du labeur d'un cabinet d'avocats suédois, m'indiquant avec forte virulence qu'il représentait un client lui-même, Chris Prolls, et que son nom, bien qu'il ne s'écrive pas exactement pareil, était, je cite, confusant pour le consommateur suédois, et que je serais bien urbaine de retirer mon dépôt avant qu'il ne prenne des dispositions particulières. Sa demande, au regard du nom cité, me semblait assez disproportionné, mais il semble que le Z se prononce S en suédois. Du coup, on ne sait jamais, si un suédois alcoolisé venait à confondre un petit site de coaching bien-être français avec l'IKEA de la fringue locale, manifestement, c'était pas envisageable. Dans le doute, je suis quand même partie à l'assaut des 50 pages de jargon juridique rédigé en anglais, avant de tomber sur les menaces décrites en page 3, qui finirent par faire tomber définitivement mes derniers espoirs. J'allais donc m'asseoir une fois de plus sur quelques centaines d'euros dans l'aventure du nom et retirer ma demande de dépôt de marque. Jusque-là, déçu mais pas vaincu, je décide, sur l'avis d'un conseiller qui n'est jamais payeur, de passer par un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle afin de valider que mon prochain nom ne serait pas source de conflit avec une autre société à l'autre bout de l'Europe. 700 € plus tard, je reçois le rapport m'indiquant que le nom que j'avais choisi, Wondermoi, n'est pas une bonne idée car il y a de très grosses autres sociétés qui commencent par Wonder et qui attaquent régulièrement tous ceux qui souhaiteraient s'approprier ce préfixe. Recommandation du cabinet, trouver un autre nom. De nouveau délesté de quelques centaines d'euros et toujours sans nom, je commence à trouver l'expérience un poil pénible. Tout d'abord parce que sans nom, votre projet, vous vous projetez difficilement sur votre bébé, mais aussi parce que c'est la base de tout concept et que c'est un aspect capital pour la suite. Conseil, 18 mois plus tard, prenez un nom français, collez-lui un FR, on s'en fout. Quand vous serez une multinationale, on pourra payer sans regarder un cabinet pour trouver un nom qui claque et qui est dispo. À retenir néanmoins, parce que ça personne ne le dit, la galère du nom c'est un sacré chantier. Parce que des centaines de petits malins achètent des noms de domaine pour 14 €, qu'ils vous revendent 7000 $ quand vous voulez absolument ce nom-là. Et évidemment, ils ont préempté tous les noms faciles et mémorisables. C'est pour ça que toutes les startups portent des noms improbables, parce que c'est tout ce qui reste. Et quand bien même on arriverait à avoir un nom de domaine, on n'est pas à l'abri que la même marque ait été déposée dans un autre pays et qu'on ne puisse pas l'exploiter, ou inversement. On dépose sa marque et le nom de domaine est déjà pris, enfin bref, casse-tête assuré quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je garde le moral, il faut continuer à avancer. Prochaine étape, la création du site internet. Étant donné que je ne sais pas coder, bon, en fait, entre nous, j'ai essayé d'apprendre sur internet, mais j'ai laissé tomber. Pas parce que c'est compliqué, c'est juste que ce métier évolue chaque jour et qu'il faut suivre 1000 forums pour se tenir au courant. Donc c'est un job full-time et c'est pas celui auquel je me destine. Bref, à ce moment-là, à peu près 4 choix s'offrent à moi. 1. Une agence de créa et de développement web, c'est très cher. 2. Cumuler plusieurs freelances pour couvrir toute la création du site, du web design, donc celui qui fait la maquette, c'est l'architecte en quelque sorte, au développement, qui pourrait être un peu l'entreprise de BTP, celui qui vous monte la boutique, en passant par le spécialiste en SEO-SIA, c'est-à-dire le référencement gratuit ou payant sur Google, qui devient votre meilleur ami, et le graphiste, qui crée le logo, et patati et patata. Bref, au moins 4-5 contacts différents qui doivent se passer le bébé sans le faire tomber. 3e option, la cousine d'un copain qui, je cite, a déjà fait un site pour une pizzeria. 4e et dernière option, les sites clés en main comme Wix, One and One et Shopify à faire soi-même. Et moi, à l'époque,
faire soi-même, ça me semble une aventure hyper dangereuse. Tous ces choix me paraissent bien compliqués, je décide donc d'aller voir de plus près ce petit monde des freelances pour bien comprendre qui sont ces gens à qui j'allais confier le cœur de mon futur business. Pour ça, je décide de m'inscrire à une conférence réservée aux freelances sur le thème « Comment appréhender ses clients ». D'ailleurs, je vous conseille vivement, lorsque vous voulez creuser un sujet, de vous rendre sur des plateformes comme Eventbrite, qui proposent des événements gratuits sur plein de sujets passionnants. Me voici donc au milieu des freelances à comprendre subitement que cette population est aussi abandonnée que moi. L'indépendance a aussi un côté amer. Être seul signifie tout faire soi-même. Démarcher ses clients, fixer ses tarifs sans avoir de vision sur des milliers de concurrents, grogner pour se faire payer et vivre d'une passion qui devient vite une obligation quand le client vous impose son brief qui ressemble à « merci de bien vouloir tracer des lignes bleues avec un stylo vert dans un timing pour lundi matin ». Bref, je me rends compte que le prix de la liberté est quand même drôlement salé et que nous avons tous ce point commun de pouvoir faire ce que l'on veut certes, mais sans aucune sécurité quant au lendemain. L'entrepreneuriat a décidément bien des formes et bien des contraintes, et la mienne à ce moment-là, c'est de rester motivée quand chaque décision bonne ou mauvaise me coûte et que le temps imparti et son tic-tac commencent à me mettre sous pression. Et voilà, cet épisode se termine pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Comme vous le savez, un épisode sur 2, je partage avec vous un bout de mon parcours. Et j'espère vous donner ainsi une meilleure vision des vrais chemins qu'empruntent les monsieur ou madame tout le monde, comme moi, qui ont envie de créer. Et surtout, de vous donner des pistes utiles si vous êtes vous-même en train de monter votre boîte. Si cet épisode vous a plu, vous le savez maintenant, mettez des étoiles si vous êtes sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide tellement à le faire connaître. Et si en plus vous mettez un commentaire, alors là vous aurez fait ma journée. Pour mon prochain épisode justement, on parlera freelance, mais aussi de vivre sa passion avec mes invités. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez.